Bonjour, je suis Charles Briet, coach et entrepreneur. J'ai créé le podcast Passion Podcast car pour moi la passion est le moteur de l'action. Ce qui fait se lever le matin avec sourire et se coucher le soir avec satisfaction. À quel moment une passion devient une nécessité de vie ? Le parcours de Thierry de Carbonnières n'a jamais aussi bien répondu à cette question. Acteur du théâtre classique jusqu'à l'expérience de Plus belle la vie, romancier à succès, Thierry de Carbonnières vient de rentrer dans l'histoire du Festival de Cannes, puisque le film qu'il a coécrit, Un triomphe, avec Cadmerade, fait partie de la sélection officielle 2020. J'ai adoré notre échange où nous avons abordé les questions de fond autour de la passion, comme la naissance d'une passion et ce que cela implique dans ses choix de vie, la réalisation de ce que l'on croyait impossible, ou le regard des autres et le besoin de reconnaissance. Thierry de Carbonnières a fait de ses failles une force pour avancer, et c'est avec honnêteté et franchise qu'il revient sur toutes les périodes de sa carrière. C'est sur les boulevards parisiens que j'ai retrouvé Thierry de Carbonnières pour un nouvel épisode de Passion Podcast. Alors bonne écoute à tous. Bon, je suis très heureux de retrouver Paris déjà, parce que après ces 4 mois de confinement et loin de Paris et loin de la France même, puisque je suis en Espagne comme vous le savez, et ça fait vraiment du bien de retrouver Paris en tout cas. Et puis de retrouver les interviews en face à face. Pendant le Covid, on a fait beaucoup d'interviews qui étaient à distance et moi, j'aime le face-à-face, j'aime rencontrer les gens, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, encore plus content de retrouver Thierry de Carbonnières, qui est acteur, scénariste, romancier. Tu vas nous expliquer tout ce que tu as pu faire, du théâtre à conservatoire, ou alors le conservatoire avant, peut-être, je crois, mais parcours éclectique, et puis que tu vas nous expliquer et nous raconter. Puis, comme vous le savez, je vais à la rencontre de tous les gens qui font de leur passion le sens de leur vie. On va voir ce qui passionne Thierry. Je crois qu'il y a plein de passions dans sa vie, et ça fait sens pour lui. Et bonjour Thierry. Bonjour, ou même on peut dire bonjour ou bonsoir, puisque bonsoir, c'est un podcast. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots d'où tu viens, quelle est ta vie, et nous dis qui tu es en fait, hein, et puis après on ira peut-être sur d'autres questions, mais qui tu es déjà. Voilà, moi j'ai 62 ans, ce qui est tout à fait étonnant. Ça se voit pas. Merci beaucoup d'arriver à cet âge avec déjà toute une partie de ma vie qui est derrière moi, et avec la sensation que tout ce qui me reste à vivre est d'une richesse étonnante à chaque instant, et ça c'est depuis le décès de mon père. Il y a eu vraiment une sorte de, je vais pas allez, disons-le, une révélation sur le temps qui passe. Voilà. Ouais. Avant, j'avais aucune notion du temps qui passe, et depuis le décès de mon père, devant lui, dans le funérarium, j'ai eu une révélation. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai senti les secondes qui passaient. Et donc, j'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « En une seconde », où je raconte comment, en une seconde, j'ai compris ce que ça voulait dire vivre. Ouais. Et donc maintenant, tout ce qui arrive dans ma vie n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait avant. C'est-à-dire que j'ai repris, pas le contrôle, moi j'aime pas trop ça, mais disons que j'ai repris ma vie à mon compte, et en fait j'ai tout changé. Depuis le décès de mon père, je me suis mis à écrire. Voilà. Alors donc ça c'était quand ? Ça c'était en 2005, le temps de digérer un peu tout ça. Donc tu avais la cinquantaine à peu près à ce moment-là. Oui, voilà, un petit peu moins, et puis un peu le temps de comprendre un peu, et j'ai tout changé. Voilà. Les personnes toxiques, je ne les ai plus vues. Ça, c'est très important dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est à un moment donné de dire, il y a des gens que je ne vais plus voir. Ça paraît incroyable, mais moi, je pensais avant que les gens que je côtoyais, je les verrais toujours. Eh bien non. La mort apprend ça, c'est-à-dire qu'on peut dire stop. On peut dire encore, à chaque instant. Donc, à chaque instant, la vie est un choix. Et ça, c'est assez incroyable, quoi. Je pense que c'est ça, à partir du moment où on commence à se dire, j'ai pas 20 ans non plus, donc à partir du moment où on commence à se dire qu'il y a peut-être une partie de sa vie, la plus grande partie de sa vie derrière soi, et qui va peut-être faire la profiter du présent et puis des années. Mais ça, je pense aussi, c'est pas seulement l'âge, c'est le contact avec la mort. Le contact avec la mort est quelque chose de tout à fait, je vais employer des drôles de mots, c'est tout à fait miraculeux. C'est-à-dire que le contact avec la mort, mais un contact apaisé, c'est quelque chose qui redonne de l'énergie à la vie d'une manière étonnante. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vivre sa journée comme si c'était
ça pouvait être la dernière, quoi. Oui, Hein, ou ça la peut être ça, première. hein. Ou la première. Puis on s'ennuie beaucoup moins avec plein de choses qu'on avait avant dans la tête. Ouais. Et du coup, on fait le tri. C'est ce que tu disais, on fait le tri. Et on choisit surtout. On choisit et on fait le tri entre les personnes, les choix. Voilà, les gens, et on devient les ce qu'on lieux. appelle en entreprise assertif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on apprend à dire non, ce qui est extrêmement difficile. Et ce qui est formidable avec le non, c'est qu'après le non, le oui est possible. Alors que quand on dit tout le temps oui, le non devient un événement. Oui, c'est ça. Alors que non, dire non, c'est pas un événement, c'est voilà, parce que ça, j'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Donc si on parle un peu de ton enfance, et on en parlait tout à l'heure, tu es issu d'une famille de noblesse. Alors Sud-Ouest, noblesse là, du c'est côté Ouais. du côté de mon père et, Ouais. et l'île de la Réunion du côté de ma ça mère. D'accord, ok. Donc ça c'est très très important. Ouais. Je suis au carrefour de deux cultures et ça j'en avais pas conscience aussi. Ça aussi c'est arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis rendu compte mais pourquoi j'ai un moteur aussi fort et pourquoi j'ai une énergie, une envie et quelque chose d'extrêmement fort, une intensité. Voilà, c'est ça. Et c'est parce que d'un côté une très vieille noblesse l'an 1000 et puis de l'autre côté l'île de la Réunion jusqu'à même un esclave. D'accord. Donc c'est-à-dire que voilà, je suis au carrefour de ces deux choses-là, et c'est ça qui fait que j'ai une intensité que je maîtrise pas tout à fait, et que j'essaie de maîtriser de plus en plus. Et voilà. Donc une enfance où alors Et une enfance à Melun. À Melun, d'accord, en région parisienne. Voilà, Ouais. et puis après Gagny, et puis voilà, une enfance, tourmentée un peu. C'est vrai. Oui, Ouais. avec un père qui avait un peu du mal à assumer ses choix, puisque voilà, c'était quelqu'un qui venait d'une très grande famille, et puis d'un seul coup, il amène donc ma mère qui vient de l'île de la Réunion. Donc, et lui, donc, il a été dans la transgression. Et quand on transgresse les règles, il faut les connaître. Et voilà, la nouvelle vague, le cinéma, ils ont transgressé les règles, mais ils les connaissaient très très bien. Et donc lui, voilà, il a eu un peu de mal, mais bon, c'est un homme que j'adore bien évidemment, mais il a eu un peu de mal à assumer cette chose-là jusqu'au bout. Donc c'était un peu toujours difficile. Donc des études, qu'est-ce que tu as fait comme études? Bon, Tu as fait un des bac, études, scientifique. sportif plutôt, hein? Pas du tout sur l'art ou Ah non, le pas du théâtre, tout. c'est vrai au départ. Pas du tout. Ouais. Voilà, puis un épisode en internat, 3 ans en internat, qui m'a beaucoup marqué, voilà, où j'ai découvert la musique, la musique des années 70, et puis voilà, beaucoup d'amour dans cet internat de jeunes qui tous étaient en rupture de banc. Parce que toi, tu n'étais pas en rupture de banc à ce moment-là. Bah quand même, je faisais un peu perdu. Ouais. Non, des séjours au commissariat. Ah quand même, ça, ouais. un petit peu mouvementé. Oui, avec un frère Ouais. aussi qui était en plein mai 68. Donc, D'accord. voilà, Ouais, donc ouais. c'était le père qui partait. Enfin voilà, c'était un peu laissé. Enfin voilà. Donc voilà. Et puis après des études scientifiques. Et puis pendant ces études, seconde, première, terminale, la passion du handball. Et puis après des STAPS. Enfin à l'époque ça s'appelait pas STAPS, ça s'appelait Sport UREPS. études, non? Non, c'est même pas ça. UREPS. Là, c'était UREPS. Le sport études, c'est quand on fait sport études de handball. Ah oui, Moi, c'est ça. c'était après le bac. D'accord. Et c'était donc. Et puis au milieu de STAPS, pourquoi ça, voilà, on ne sait pas. Si, enfin, moi je le sais. J'ai mis les pieds sur un plateau de théâtre. Et ça a été quoi? C'était une opportunité? C'était un choix? C'était ça s'est fait Non, comme mais ça, je sais pas circonstances, comment ouais. les gens qui vont nous écouter là, mais dans la vie, il y a des choses qu'on maîtrise et puis d'autres qu'on maîtrise moins, mais qui en fin de compte sont le plus important. C'est-à-dire moi, cette envie d'être devant les autres et d'être dans la lumière et de raconter des histoires et surtout, moi, il y a quelque chose que j'aime avant tout. C'est pas le jeu, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est un petit peu autre chose que le jeu. C'est un ingénieur, un ouvrier, un chef d'entreprise. C'est moi. Avant même le jeu, c'est moi. Je change totalement. Je suis quelqu'un d'autre. Mais dans la personnalité de l'autre. Oui, mais avec tout ce que je suis moi. C'est ça l'incarnation, c'est à partir de soi, quoi. Et sans le savoir, je savais que j'avais la passion de l'incarnation. Et donc, j'ai pris des cours de théâtre. Est-ce que tu avais ça petit déjà ou c'est venu vraiment à ce moment-là, plus à l'adolescence? Non, si j'analyse, j'aimais bien être sous le regard des autres. D'accord. C'est-à-dire, quand il y avait des réunions, j'aimais faire surtout beaucoup rire, beaucoup
Je suis quelqu'un de très, très, très ludique et j'aimais que les autres me regardent. Parce que le théâtre, le cinéma, même faire des conférences sur l'écriture, il faut accepter d'être regardé. C'est une mise en danger quelque part. Oui, mais moi non. Moi non, c'est pas une... Au début en tout cas. Oui, début, non, bien sûr. On se fait mal. Enfin, moi j'ai vu, hein, quand tu interviens, moi je suis intervenu face à des parterres. Au début, tu interviens devant 10 personnes, et puis après 50, et puis après 100. Et là, tu te dis, pourquoi j'ai dit oui quoi. Alors ça, quand on rentre en scène et qu'on va jouer Arnolphe de l'école des femmes ou Ruy Blas, là, bien sûr, là, dans les premières, on se dit, mais qu'est-ce que... Alors moi, j'ai fait des conférences, hein, attention, j'ai pas fait de théâtre, mais tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là, Ouais. est-ce que je peux pas partir en courant? Voilà, c'est ça. Mais bon, dès qu'on est sur scène, après, c'est un sentiment tellement... extraordinaire. Et donc voilà, j'ai commencé à faire du théâtre. Quand je dis j'ai commencé à faire du théâtre 24 heures sur 24. Hein. Ouais. Ça tout de suite a été... C'est une passion, vraiment voilà, quelque chose de fort. J'ai mis le pied sur une scène de théâtre et le lendemain, j'ai téléphoné à l'école et j'ai dit c'est terminé. Voilà. Ah ouais, tu t'es pas posé beaucoup de questions. Non, ouais. C'est terminé. Club de handball, pareil, tout est terminé. Et j'ai dit à ma mère, je vais être comédien. Elle m'a dit, t'as raison, tu vois la porte, elle est là, tu t'en vas. C'était ça? C'est vrai? Ça a été ça, ouais. Ça a été mal accepté par tes parents? Non, mais c'était bien. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose qui est impossible à faire, eh bien, prends-toi en charge. Et donc, j'ai trouvé un travail tout de suite. J'ai trouvé un travail, j'étais coursier. Oui, elle t'a pas dit, je suis pas d'accord. Elle t'a dit, vas-y, mais assume, quoi. C'est ça? Voilà, si tu veux faire quelque chose d'impossible, nous, on n'est pas d'accord. Voilà, la porte, elle est là. Et je trouve ça plutôt... moi, je trouve ça bien. C'est violent. Mais la vie est violente. Oui. Non, mais quand on est jeune... Surtout la vie en intermittence. Oui. Donc, et ton père? Et mon père, il m'a un petit peu aidé. Il t'a un peu aidé quand même. Un petit peu d'argent tous les mois, l'équivalent de, je sais pas, 300 ou 400 euros. Et donc voilà. Bon, ils étaient là quand même, quoi. Ils étaient là quelque part. Bien sûr, non, mais c'était... Voilà, tu veux faire quelque chose d'impossible. Pour eux, c'était impossible. Il n'y avait jamais eu... C'est pas un métier, quoi, en fait. Non, mais c'était... Bon, il n'y avait jamais eu d'artiste dans la famille. Le mot artiste... Ils apprendaient pas ce que c'était. Voilà. Et alors, ce qui était étonnant, c'est que ma mère, après, est devenue médecin des théâtres. C'est-à-dire qu'elle allait 5 fois par semaine au théâtre. Donc voilà. Ok. Donc là, quand tu dis, tu as fait du théâtre tous les jours. Donc tu es rentré quoi? Tu es rentré au conservatoire? Non, là, j'étais dans un cours privé. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire du théâtre, eh bien, il faut aller. Il y a 150 cours de théâtre à Paris. Il y a des gens formidables. Et donc, moi, j'ai été dans un cours de théâtre. Et puis, assez rapidement, j'ai joué pièce de fin d'année de ce cours, mais que j'ai joué le rôle principal. Enfin, puis voilà, assez rapidement, il y a eu des stages, j'ai joué. Et puis, je suis rentré au conservatoire. Là, il y a un concours. Hein, non, je suis rentré d'abord à la Rue Blanche. Voilà, la Rue Blanche, avec un concours très difficile. La Rue Blanche, c'est une bonne école. Hein. Ouais, c'est une très bonne école. Très bonne école. Et puis après, alors la Rue Blanche, c'est une école assez exceptionnelle parce que c'est une école où il y a tous les corps de métier. Il y a le costume, il y a le décor, il y a la régie, il y a tout, quoi. Beaucoup d'acteurs qui sont passés par la Rue Blanche. Beaucoup, bien sûr. Énormément. Ouais. Et puis après, le Conservatoire national supérieur de dramatique. Là, ça a été... Donc là, c'est un niveau encore supérieur, parce que le conservatoire... Oui, c'est ce qu'on dit, mais enfin, moi... Je sais pas, tu apprends les bases quand même tu fais de la littérature, tu fais de la chose... Oui, puis aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, on est un peu plus dans la lumière. C'est-à-dire que ce soit les castings ou les agents, ils viennent ils viennent chercher. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Puis après, le conservatoire... Alors, pendant le conservatoire, j'ai tourné un film qui s'appelait Brigade des Mœurs, avec Max Pécasse. Max Pécasse, c'était quelqu'un qui était spécialisé dans les films roses. Ouais, mais il faisait quoi? Il faisait des navets, non? Oui, il faisait des navets. Oui, c'est ça, on s'éclate à Saint-Tropez. Il a fait un polar qui est assez étonnant, qui s'appelle Brigade des Mœurs. Et donc, je faisais le rôle principal, 9 semaines de tournage. Et ça t'a plu tout de suite, le cinéma? Ah oui, ouais. Énormément. Parce qu'il y a le théâtre, et il y a des gens qui font du théâtre et qui ne font pas du cinéma. Enfin, voilà, pour eux, c'est peut-être un art dévoyé, peut-être par rapport au théâtre, je sais pas. Il y a une espèce des fois de... Ouais, enfin... Ou peut-être plus à la Comédie Française, je sais pas. Non, même pas. Non, même pas. Là, moi, je viens de tourner avec Laurent Stocker. Ouais. Non, tout le monde veut faire du cinéma. Ouais. Donc le cinéma, t'as plu tout de suite? Tout de suite. Puis un rôle principal, 9 semaines de tournage, tous les jours sur le plateau, avec des cascades et tout. C'était génial, quoi. J'ai adoré, quoi. Là, tu te sentais vraiment dans ce que tu voulais faire? Dans toutes ces expériences-là, tu te sentais dans ta passion, dans ce que tu te sentais bien, quoi. Alors, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu viens de dire, c'est le mot que tu viens d'employer, passion. Moi, je ne suis pas passionné. Non?
Non, moi, c'est une nécessité. On va dire... Mais quand tu fais quelque On chose... va dire que ouais. j'aime pas trop mettre de hiérarchie, mais la passion, par exemple, quelqu'un qui est banquier, qui est ouvrier dans une usine, quelqu'un qui est éboueur, qui est secrétaire, tout ce qu'on veut, toutes ces personnes-là peuvent avoir une passion. Donc ils vont faire du parapente, ils vont faire... Voilà. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est une nécessité. Oui. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je veux jouer, je veux écrire. Et donc, je ne pourrais pas travailler. Est-ce que tu comprends Bien sûr que c'est ma passion. Est-ce que c'est pas ça la passion quand on commence à faire, quand on vit ça tous les jours, quand on ne pense qu'à ça, quand tu y passes 12 heures par an, c'est une nécessité. Okay, oui. Parce que c'est intéressant parce qu'on y met d'autres mots. Oui, mais parce que pour écrire un livre, tu connais l'industrie du livre, et qui est l'industrie la plus... C'est l'économie du livre. Il y a 50% des auteurs qui perdent de l'argent. Donc la nécessité... Et 5% qui en gagnent. Oui, voilà. Donc la nécessité, c'est quelque chose qui se fait contre vents et marées. Contre vents et marées. C'est-à-dire que rien ne pourra m'arrêter. Et là, rien t'a arrêté? Ou ralenti, je sais pas. Ralenti, oui. Après, il y a la vie quand même. Oui, il y a la vie. Exactement. Il faut manger. Après, exactement. Je sais pas ralenti peut-être. Si tu as une famille, si tu as des enfants. J'ai 3 enfants. D'accord. Ouais. Donc voilà, peut-être très légèrement ralenti. Et là, la dépression arrive très très fort. D'accord. Et tu as vécu ça? Ah bah bien sûr, puisque le sujet de mon premier livre, c'est ça. Voilà quoi. Et donc je vais vous raconter comment j'ai écrit ce premier livre. Et donc voilà, moi c'est une passion bien évidemment, mais c'est, allez, disons-le, c'est un peu plus qu'une passion. C'est même beaucoup plus qu'une passion. C'est une nécessité. C'est-à-dire que je le fais sans condition. Il n'y a pas de, il faut que je réussisse, il faut que ça marche, Non, j'en ai rien à foutre, j'avance. Bien sûr que c'est mieux quand ça marche. Oui. Là, la dernière chose que j'ai fait, là, donc, j'ai coécrit un film qui va sortir le 28 octobre et qui s'appelle Un Triomphe. Et il est en sélection officielle Cannes 2020. Wow. C'est exceptionnel. C'est bien. Donc là, ça c'est... ça fait une bouffée d'air. Ça relégitime, ça réassure, comme on dit. Mais n'empêche, s'il n'avait pas été à Cannes... Bah, j'avance quand même. Ouais, c'est pas pour ça que tu arrêtes, quoi. Voilà, donc c'est une nécessité. Et pendant tout ce temps de mes études, tout ce temps, j'avançais par nécessité. Et d'ailleurs, les gens qui étaient avec moi et qui donc avaient été reçus au conservatoire, donc 3000 personnes qui se présentent, 30 qui sont pris, donc c'est un des concours les plus difficiles de France, partagent ça, cette nécessité. Tu mets 30 fauves ensemble, voilà, c'est ça une promotion des conservatoires. Parce que là, il y a une concurrence. Oui, et c'est la concurrence de la nécessité. Ouais. Les gens ne sont pas méchants, parce que souvent on dit ouais, le monde, les gens sont pourris et tout. Pas du tout. Mais ils avancent. Et s'il faut marcher sur quelqu'un, on marche sur quelqu'un. Je veux dire, c'est comme ça, c'est normal. Alors je ne sais pas si c'est marcher sur quelqu'un, mais à partir du moment où tu as le rôle, de toute façon c'est la vie. À partir du moment où tu obtiens le rôle, forcément il y a quelqu'un qui ne l'a pas eu. Mais voilà, c'est ça. Et donc ça avance. Et dans la vie, c'est pareil. Oui, mais là c'est plus. C'est plus parce que les gens sont plus engagés. C'est ça. Parce que les gens font ça par nécessité. Ils ont faim, comme les fauves ont faim. Quand on voit de très grands acteurs comme Depardieu, il a une faim boulimique. Bah, on est tous un peu des petits Depardieu. C'est vrai, c'est bien. De toute façon, je crois que si t'as pas cette faim-là, je sais pas si on peut être acteur. Hein. C'est impossible. Enfin, c'est impossible parce que c'est tellement difficile et c'est le métier où les occasions de grandes joies, bien sûr, mais aussi de très grandes désillusions, c'est très présent. Donc voilà, il faut une fin, une nécessité. Et dans le parcours de comédien, le parcours d'homme, de femme, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi c'est nécessaire à ce point. Et voilà, donc moi je sais pourquoi. J'ai fait tout un travail. Alors pour toi, pourquoi c'est nécessaire à ce point ? À partir de cette expérience dans Plus belle la vie, où la particularité des fans de Plus belle la vie, c'est que dans la rue, ils viennent te voir, ils t'embrassent, ils te serrent la main, ils t'appellent par le rôle que tu joues. Quoi. Donc il y a une espèce de notoriété immédiate qui dure un temps et qui s'arrête exactement comme c'est arrivé. C'est-à-dire, paf, paf, paf. Parce donc, que là, tu as tourné... c'est 4 mois. 4 mois, tu as 40 épisodes, non ? Quelque chose comme ça, 40, 50, c'est ça, 50. Ouais. Et là, tu tournes 40 épisodes, ça se tourne en quoi ?
rapidement, non? 2 mois, non? Tu fais des semaines où tu fais que ça? Ça Ouais. ça se tourne en, comment dire, tu tournes un épisode tu tournes une scène de l'épisode 5, Oui. une heure après une scène de l'épisode 10, D'accord. une scène de l'épisode 2 et ainsi de suite. Hein. Tu comprends le fil? Bah pas tout à fait. Et donc comme Oui. ils sont pas bêtes, il y a un coach qui te suit tout le temps quand tu es un des gros et qui te dit ah non ça ne le joue pas comme ça parce que les spectateurs ne le savent pas ça. Donc c'est super intéressant à jouer. Moi j'ai adoré. On tourne tellement qu'on est épuisé et donc on n'est plus du tout dans essayer de se regarder ou essayer d'aller voir le réalisateur en lui demandant ça va, j'étais bien. On déconnecte de ça. Oui, Parce t'es que dans de toute le vrai, façon, là. une fois Dans que le c'est vrai. fini, voilà, une fois que c'est fini, t'as quelqu'un qui te tape sur l'épaule et qui te dit bon, il faut aller sur l'autre plateau parce que t'as une autre. Le Tu premier jour, ressors essoré? Ouais, oui, le premier jour, je suis arrivé, j'étais en train de manger, il y a quelqu'un qui m'a dit là, il faut que tu viennes là. Ouais. J'en suis à l'entrée. Ah ben non, c'est fini, ça repart. Donc voilà, la nécessité, je crois que le parcours d'un comédien, mais le parcours d'un homme, hein, c'est ça, c'est essayer de comprendre ce qui nous meut. Et moi, j'avais vraiment un besoin de reconnaissance par rapport à des choses de mon enfance. Allez, je l'ai romancé. Donc, Oui, après c'est ton parcours, il y a voilà. pas de souci. Mais... Et oui. donc j'avais besoin d'être dans la lumière pour être, allez, on va dire en gros, quoi, pour être aimé. Mais c'est plus qu'aimé, hein, reconnu. Parce que c'est vrai que dans cette famille, l'arrivée de ma mère, cette femme de couleur, c'était quelque chose de difficile. Et les enfants, voilà, c'était bizarre, quoi. Ils étaient gênés. Et donc c'est ce besoin de reconnaissance. Donc c'est cette reconnaissance que j'ai vécue avec Ouais, Plus je belle pense la que- vie, oui. ça a été mais C'est vrai. j'ai adoré. Quoi. J'allais voir les gens, j'ai des invitations à manger, mais je suis venu, moi. Je parlais très heureux, très très heureux. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que le propre de ces sauts... C'était quoi tu faisais un rôle qui était, Ah oui, qui était non, temporaire, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. Tu arrives pour ce qu'on appelle une intrigue, une arche. Et donc, tu viens pour relancer le feuilleton. Et le feuilleton, lui, il avance avec les rôles récurrents. Oui, t'as Et- ceux qui sont là tout le temps. Voilà, c'est ça. Et de qui temps en vieillissent temps, avec pour- les... Voilà. c'est Et de bien. temps en temps, pour relancer l'action, il y a des gens qui viennent se greffer et qui relancent l'action. Voilà. Et donc, tous les 2 mois, il y a une ou deux personnes qui viennent. Bon, c'est bien. Donc, t'avais quel rôle? Alors, moi, je suis pas un fan de Plus belle la vie. Oui, Je crois non, que bien sûr. j'ai dû le regarder qu'une J'avais fois. j'avais le rôle d'un prof de philo, donc j'avais D'accord. des cours de prof de philo à apprendre. Mais ce prof de philo là que les élèves adorent, petit à petit on se rend compte quand même qu'il est très très bizarre. Ce Il a des monsieur. failles. Oui, c'est vrai. Non, il a un peu plus que des failles. Ah, ok, d'accord. Et donc ça c'était génial. En fait, petit à petit ça devient le rôle d'un méchant, quoi. Du méchant. Bon, c'est génial. Oui, c'était bien. Donc, si on revient, alors, conservatoire. Parce qu'on revient Ouais. sur le parcours. Donc, conservatoire. Rue Blanche, conservatoire. Rue Blanche, conservatoire, là, c'est combien? Ça Ça fait fait 5 ans. Bien. Et quand on sort du conservatoire, après... 3 ans de JTN, Jeune Théâtre National, D'accord. c'est-à-dire que les metteurs en scène viennent puiser dans le vivier des acteurs qui sortent et l'État paye les salaires. Donc voilà, on joue dans le subventionné en grand, en général, voilà, des très belles expériences. Donc là, c'est du théâtre classique. L'Odéon, Théâtre des Amandiers à Nanterre, une très belle expérience avec Klaus Gruber, un grand metteur en scène, dans La mort de Danton, 3 spectacles avec Catherine Hahn, 2 spectacles avec Muriel Maillet, qui après est devenue la responsable de la Comédie Française, puis responsable de la Villa Médicis, puis maintenant elle est à Nice. Je la salue. J'attends un coup de téléphone. C'est bien. Donc, donc voilà, et puis Ouais. des très belles expériences au Théâtre de la Vie, au Théâtre de la Colline, puis partout en tournée, au TNP. Alors, plus du Une théâtre, très belle expérience du théâtre avec- traditionnel. Oui, voilà, c'est Oui. ça, une très belle expérience. Contemporain aussi. Contemporain aussi. Contemporain, Ouais, oui. ok. Et puis une très belle expérience aussi avec Jérôme Savary, très très grand monsieur, 6 mois à Chaillot, Super. et dont 4 mois sur scène devant 1200 personnes tous les soirs. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, toi qui avais ce besoin de reconnaissance, qu'est-ce qu'on ressent quand il y a une salle qui se lève, quand il y a une salle qui... Alors, je sais pas si c'était un rôle drôle ou si c'était... voilà, mais quand tu fais réagir les gens, en fait, hein, par ton rôle, et tous les soirs, ça doit être différent, je suppose, et tous les soirs, les applaudissements sont différents, et comment ça enrichit, en fait? Comment ça t'enrichit? Alors déjà on se sent extrêmement vivant, bien sûr. Oui. Puis moi, je suis un passionné de travail. Que,
le travail bien fait. Il y a un travail à faire. Un auteur, ça c'est très important. Maintenant que je suis auteur, je vois que l'auteur c'est très important. Et donc il y a un auteur qui a écrit une œuvre avec un univers, avec un rythme, avec des sentiments à faire passer, et donc on est au service de l'auteur. Et puis une communion. Une communion, c'est pour ça que ça a été difficile, le Covid. Le Covid, ça a été difficile parce que ce soit en termes de théâtre, de cinéma, et même en tant qu'auteur, moi j'écris parce que je vais me balader et que je regarde les gens, je prends le métro, d'ailleurs j'ai écrit Bref de métro, et là je vais publier Bref de métro 2. Moi j'écris parce que je regarde les gens. Tu regardes les gens. Et ça c'était un de mes profs du conservatoire qui nous avait dit, mais regardez comment les gens vivent, regardez comment ils bougent, amusez-vous, tiens, par exemple dans le métro, vous êtes cette personne-là et vous essayez d'être complètement cette personne-là, avec cette façon de bouger, de regarder et tout. Je suis passionné par les autres. C'est bien. Et du coup, je pense que c'est une énergie qui doit t'enrichir, quoi. Parce que quand les gens t'applaudissent, c'est une vraie énergie. Oui, t'as une salle, c'est une énergie que tu prends. Ouais. Ah, c'est merveilleux. Ouais. C'est... Et les soirs où c'est plus difficile, parce que tu as dû avoir ça, je suppose. Comment tu as vécu ça? Bien sûr, moi j'avais vécu. Le bide, t'en as eu? Non, Peut-être pas quand même. Non, pas des bides, mais ce que j'ai eu, c'est. Après, t'es pas un one-man show, hein, d'accord. Non, mais pas des bides. J'ai eu des salles avec 5 personnes. Ouais, c'est un peu un quand même ami. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Ouais, je joue pour ces 5 personnes-là. Bon, j'étais pour le producteur. Mais. Après, t'es acteur. Là, donc t'es pas scénariste, t'es pas metteur en scène, donc la pièce elle peut être mal montée, elle peut être mal mise en scène. Il y a plein de choses qui font que ça peut pas fonctionner, qui n'est même pas lié à ton rôle. Mais bien sûr. Et d'ailleurs tu dois le sentir des fois, mais je sais pas si on sent que la mise en scène n'est pas extraordinaire, qu'il y a des failles. Alors petit à petit en la jouant, on essaye de rattraper un peu les choses. Au bout d'1 mois, 2 mois. Si t'as 5 personnes, au bout de 2 mois t'as 7 personnes. Non mais là ça s'arrête là. Ça s'arrête, ouais. Et donc, alors, on en est... Voilà, une trentaine d'années. Oui. Là, un très beau rôle avec Alain Corneau dans un film qui s'appelle Le Môme avec Anconina. Donc 3 semaines de tournage de rêve. Voilà, Alain Corneau, c'est quelqu'un, on suivra au bout du monde, quoi. C'est quelqu'un qui vous dit on va aller tourner au pôle Nord. Oui, d'accord, quand? Tout de suite, mais bien sûr, je rentre chez moi, je prends mes affaires, je me dis voilà. Ça j'adore, ça. Emmanuel, c'est pareil, Emmanuel Courcol, avec qui je travaille. Il me téléphone, je pars dans la demi-heure et puis c'est parti, quoi. Moi, c'est ça que j'aime. Savary, extraordinaire. Savary, mon rôle, il arrivait dans le 3e, 4e acte. Je faisais le capitaine des cadets de Gascogne. C'est un rôle important, mais qui arrive un peu tard. Et donc, je lui disais, mais Jérôme, je m'ennuie. et il m'a dit quelque chose que personne ne m'a jamais dit, quoi. Il m'a dit, tu sais ce que tu fais? Tu prends un costume et tu viens quand tu veux sur scène. Ah. C'est démentiel de dire ça. Ouais, tu fais une figuration dans le fond. Exactement. C'est ça. Il y avait une costumière qui m'avait filé un truc de vieux avec une barbe, avec une bosse, et je faisais un bossu. Et pendant toute la scène du nez, celui qui jouait le Cyrano, il était à côté de moi, il tapait sur ma bosse, il est là. Et donc, la scène du nez, c'était Francis Huster et moi, quoi. D'accord. Et ça arrive, il me dit, mais t'as raison, mais vas-y, mon pote. Un metteur en scène qui te dit, mais tu viens quand tu veux sur scène. Mais c'est démentiel. T'as rencontré des metteurs en scène difficiles? Parce que là aussi, on en parle dans le cinéma. Alors, dans mon premier livre qui s'appelle Salut et applaudissements, je parle de ça. On va arriver, on va arriver à 45 ans. Oui, bien sûr, des metteurs en scène. Il y a 50% de metteurs en scène qui sont un peu humiliants, il faut bien le dire. Oui, parce qu'ils sont à un endroit de pouvoir énorme, parce que pour un rôle, il y a 100 acteurs qui voudraient jouer, qui sont d'un seul coup à un endroit de pouvoir. Et pour arriver à résister au pouvoir, il faut... On le voit bien avec nos hommes politiques. Il faut avoir une grande âme, beaucoup d'humanité, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, et comme nous, les acteurs, si on se laisse faire, c'est aussi de notre responsabilité. C'est un couple. Dans Abus de pouvoir, il y a un couple. Il y a celui qui fait l'abus de pouvoir, mais il y a celui qui l'accepte aussi. Qui accepte ou qui dit non, pas moi. Donc oui, bien sûr, j'ai rencontré des gens qui hurlaient sous haut, des gens qui étaient méprisants. Des gens, oui, bien sûr, des gens qui ne savaient pas faire travailler les acteurs, donc qui se mettaient en colère. Et t'es arrivé le goût pour la lecture? C'est-à-dire que t'es acteur, t'aurais pu rester acteur, enfin, ne faire que ça, dans toute ta carrière. Bien sûr. Tu t'es dit, j'ai envie d'écrire? Ça a été quoi le déclencheur? Toujours pareil, une nécessité. C'est tout simplement une nécessité. J'ai toujours lu quand même pas mal, même
pas beaucoup, mais si, quand même. J'étais un sportif qui lisait, on va dire. Oui. Bien. Il y en a. Ça Il y en existe. a. Et puis, à partir du moment où et c'est ça aussi qui m'a plu dans les études de théâtrales, c'est que d'un seul coup, on lit énormément. Parce que dans le métier d'acteur, en fin de compte, le métier d'acteur, c'est rencontrer un public, mais c'est rencontrer d'abord un auteur. C'est d'abord rencontrer un auteur. Quand vous rencontrez Molière, mais Molière, c'est un auteur. C'est quelqu'un qui a écrit. Oui. Et il a écrit « Non, elle est générale et je hais tous les hommes ». Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants et n'avoir pas pour eux, pour haine vigoureuse. Et voilà, vous vous rendez compte, tu te rends compte, quand tu lis Arnolphe, l'école des femmes, j'espère jouer ça, je sais pas, vers 70 ans, c'est prodigieux. Ruy Blas, là je suis en train de relire Ruy Blas, parce que je suis en train d'écrire un long métrage où l'acteur est passionné de Ruy Blas, mais se retrouve dans une convention d'entreprise D'accord. à faire des formations sur le stress. Quand on lit Ruy Blas, même Don Salustre, la première scène de Don Salustre, je le dis aux gens qui nous écoutent, lisez cette première scène. Comment dans Ruy Blas, ça commence par quelqu'un qui est à terre, quoi. Don Salustre est à terre. Et il dit putain, je vais me venger, quoi. Dès la première scène. C'est merveilleux. Puis après, bon voilà, moi j'adore Jim Harrison. Donc moi, je lisais quand même beaucoup, je me suis mis à lire encore plus, bien sûr. Et puis voilà, j'ai jamais eu envie d'écrire, jamais. Non. Et puis un jour, je vais vous raconter bientôt. Alors bon, j'écrivais quand même un petit journal, mais qui est un journal un peu plaintif. C'était ta psychanalyse auto-personnelle. Oui, moi j'en ai fait une aussi, il a fallu en faire une aussi. Ouais. Et donc voilà, 3 enfants. Ok. Ça, Bon, la vie quoi. Voilà, la vie, le rugby, amener les enfants au rugby, partir jouer Les Justes de Camus avec mon aîné dans la loge. Je vais sur scène, je joue, je reviens, il dort. Voilà, au TNP à Villeurbanne, dans l'Odéon, avec mon fils qui dort dans la loge, quoi. Et là, je suis revenu tourner. C'est marrant, je suis très ému, tiens, d'un seul coup. C'est bien. Bah oui, tu parles de tes enfants, c'est Je suis normal. revenu tourner à l'Odéon, le film Un Triomphe. Je me suis rappelé de la loge dans laquelle j'étais avec mon fils qui dormait et qui avait 6 mois, quoi. Donc, Et du donc, coup, voilà. ils sont passionnés de théâtre, de cinéma ou... Ah bah, il y a mon aîné qui a eu le Molière de la révélation masculine l'année dernière, donc ils sont un peu plus que passionnés, quoi. C'est carrément une star du théâtre privé. Et bah, Valentin de Carbonnière. Valentin de Carbonnière. Il a joué avec Francis Huster dans Ouais. Trahison, oui, Trahison, oui, c'est ça. Non, vous rêvez, enfin, je ne me rappelle plus. À Héberto, non, mais il est trop fort. De dormir dans la loge, il pouvait pas faire autre chose. Il est trop fort, quoi, c'est mon vrai. fils. Ouais. Ouais, il a fait le conservatoire. Et je ne l'ai jamais aidé. Jamais. J'ai jamais rien du tout. Tu veux être comédien, dehors. Ça fait comme tes parents. Non, c'est pas vrai. Un peu mieux, quand même. On essaye de s'améliorer à chaque génération, non? On essaye. Et donc, tu t'es mis à écrire. Et donc, vous voyez, non, j'ai eu un rendez-vous avec l'écriture. Il y a un rendez-vous, c'est-à-dire que, voilà, je joue, ça se passe plutôt bien. J'arrive à acheter une maison, je roule pas sur l'or, mais quand même, ça va, j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai cela, 3 enfants, donc je sais pas, maison de campagne, tout ça, mais ça va à peu près, quoi, avec des trous, voilà. Et puis un jour, voilà, j'ai pas de travail et tout, et puis on me propose de jouer dans 2 si tendres liens, une pièce de Lolé Bellon. Lolé Bellon, c'est une comédienne, je l'ai découvert, qui a fait la Rue Blanche dans les années après-guerre, donc c'est marrant. Et puis, tellement besoin de travailler, je lis pas la pièce. Et pourquoi je lis pas la pièce? Parce que j'ai besoin de travailler, et surtout parce que dans la pièce, il y a Marianne Epin et Annick Blanchetot. Et Marianne Epin, c'est une comédienne extraordinaire qui est décédée il y a 2 ans, je crois, et qui a beaucoup joué avec Bourdet dans le Saperlo et dans des pièces extraordinaires, dans la station-service, que j'avais vue au Théâtre de la Ville. Et quand j'avais vu cette comédienne, je me suis dit, je veux jouer avec elle. Et d'un seul coup, on me propose 2 si tendres liens avec 2 immenses comédiens. Marianne Epin et Annick Blanchetot, que j'adore. On commence la répétition, et moi, je ne me rends pas compte, mais dans cette pièce... C'est une pièce de femme où il y a 3 rôles d'hommes, et je fais les 3 rôles d'hommes. En fait, je fais des passages, donc plusieurs passages muets, et un passage où je rentre et je dis le taxi est garé un peu plus loin. Oui, voilà, juste ça. La figuration. J'aime pas trop ça, non, parce qu'il y a du jeu. Ah, Il y a vraiment du jeu. Non, mais il y a vraiment du jeu. Oui. Il y a vraiment du jeu et tout. Bon, puis après, avec une scène un petit peu, mais enfin, ce passage,
Le taxi est garé un peu plus loin, c'était voilà. Et donc, tant qu'on répète, quand on répète, moi je viens, on répète mes scènes, on répète tout l'après-midi, donc je travaille. Et le jour de la première, je me rends compte que je vais passer 6 mois, non pas à jouer, mais à attendre de jouer. C'est-à-dire que je viendrai à 7h30, parce qu'il faut être là une demi-heure avant, c'est inscrit dans les contrats de tout comédien. Et puis, je monterai dans la scène, je m'habillerai avec un costume, j'attendrai, je rentrerai en scène, je dirai rien, je reviendrai, je changerai de costume, je rentrerai en scène, je dirai rien, je rentrerai en scène, je dirai le taxi est garé un peu, et j'attendrai les saluts et les applaudissements. Bon, voilà, je commence un mois et demi, et au bout d'un mois et demi, je me rends compte que quand je me regarde dans la glace, mon reflet bouge, et moi je bouge pas. D'accord. Parfois même il me sourit. Ok. T'as Moi, pas pris de substance Non, et moi je souris pas. Et donc voilà, j'étais en train de devenir fou. Parce que je mettais autant d'énergie à jouer ce petit rôle que jouer le misanthrope. Et donc j'étais en train de devenir fou. Et qu'est-ce que je fais ? Soit je deviens dingue, soit j'arrête. Et je décide d'écrire le roman d'un acteur qui est dans sa scène, dans sa loge, et qui attend d'aller jouer. Et tout ce qui se passe quand on attend d'aller jouer. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas, je dis pas c'est le propre d'un acteur, mais quand on est au cinéma, t'attends tout le temps, non ? T'attends beaucoup. Ah oui, mais Quand on a t'es au une théâtre, scène. t'as une Oui, scène, mais oui, t'attends beaucoup. Tu peux attendre une journée, le temps qu'ils installent tout. Enfin, Oui, bien sûr, mais quand on est à un rôle important, on attend un peu, mais on va jouer beaucoup quand même. Oui, on est beaucoup oui, sur le plateau. Là, je l'ai vu avec Cadmera, qui joue le rôle principal de Un Triomphe, sorti en salle le 28 octobre. Non, mais c'est. Ça a été retardé du coup avec le Covid, non ? Je suppose. Ça Ah non, pas du avant. tout. Ah non, juste non, même ça a été avancé. Bon, nickel. Ça devait être en février, puis avec la sélection de Cannes 2020, c'est avancé. Et donc, je me mets à écrire, quoi. Je me mets à écrire. Et miracle de l'écriture. Je ne viens plus au théâtre pour jouer, je viens pour écrire. Et qu'est-ce que j'écris ? J'écris le rôle de Victor, je me redonne, moi, le rôle principal. Je ne sais pas si tu te rends compte, le renversement, le miracle. En fait, de l'écriture. t'as trouvé du sens dans quelque chose qui te donnait plus de sens, t'as trouvé du sens. Non, quelque chose qui me tuait. Qui te tuait même, oui, je vais même plus loin que ça. Oui. Je m'arrachais les cheveux, blancs. Je commençais à avoir des trous dans la... Non mais... non, je devenais presque fou. Et en plus, je devenais presque fou qu'il y a plein de copains qui venaient. Des copains qui bossaient pas et qui... à la fin, me payaient un coup en me disant « Putain, c'est vachement bien ce que tu fais. » Et en plus... Pourquoi tu te fous ? T'as étudié ça un peu ? C'est parce que t'avais pas le rôle, tu sentais que t'avais pas le rôle qui était à la hauteur de ce que tu valais ou... C'est-à-dire ? Je sais pas, d'avoir un rôle où tu rentres 2 fois mais sans rien dire, où tu dis juste une phrase et que tu te dis « Je pourrais faire autre chose quoi, que de faire ça. » Mais personne... Mais le métier de comédien, c'est un métier d'être désiré. Si on n'est pas désiré, si personne te téléphone... La problématique du comédien, c'est d'être désiré. C'est un métier d'amour. Bah, si personne t'aime. Et t'avais l'impression de pas être aimé à ce moment-là. Quand tu rentres. Mais c'est exactement ça. Mais je ne le savais pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est que en écrivant, j'ai remis la machine en route. Voilà. Et quand j'ai présenté ça à Michel Archimbaud, il m'a dit « Mais Thierry, tu viens d'écrire le roman que toute la profession attend. » Et j'en ai vendu 5000. Ouais, c'est bien. Et j'ai eu des papiers et tout dans tous Super. Incroyable. Et donc, la nécessité d'écrire, et là aussi, j'ai été invité dans des salons, partout. D'un seul coup, t'as eu une autre reconnaissance, du coup. Oui, c'est-à-dire que le flux d'amour, cet aller-retour, qui est un flux d'amour, et c'est remis en marche. Le flux du désir, l'acteur sans désir, il perd. C'est fou l'énergie que tu mets pour aller chercher la reconnaissance. Parce que là, tu étais dans une expérience où tu n'en avais pas, et tu as trouvé autre chose, et qui t'a nourri après, qui t'a nourri sur... c'est pour ça que je parle de nécessité. Génial, mais c'est pour ça que je parle de nécessité. Et pourquoi j'ai cette nécessité ? Maintenant, je le sais, que j'ai fait tout un travail, fait remonter dans mon enfance, et même l'enfance de mon grand-père, pour comprendre ça. Donc voilà. Et donc voilà, donc le fait d'écrire, et d'avoir des retours tellement incroyable. J'ai encore aujourd'hui des retours chaque semaine de ce livre, alors qu'il a été publié il y a 5 ans. Génial. Et donc, la nécessité et le besoin d'écrire s'est prolongé. Après, il y a eu l'expérience de Plus belle la vie, et ben j'ai écrit
sur la reconnaissance. Il y a eu la mort de mon père, j'écris. Chaque expérience, sur, tu écris. voilà, En fait. le métro, j'adore le métro, je suis dans le métro tout le temps, j'écoute les gens, je vais écrire sur le métro. J'ai écrit un film avec Emmanuel Courcol, j'ai écrit, et ainsi de suite. Et puis alors, dans l'écriture, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que justement, là, on n'a pas besoin d'être désiré par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je prends mon crayon, je veux faire de l'art. Mais moi, j'en fais tout de suite, là devant toi. Je prends et j'écris pendant 1 heure. J'ai pas besoin d'avoir l'assentiment d'un casting, d'un metteur en scène ou d'un producteur. C'est clair. Après il faut que ton livre marche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit publié. Non. Tu as quand même ça, t'as cette validation, mais qui est plus indirecte. C'est ça que tu veux dire? Non. La nécessité. Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Sans condition. J'écris parce que c'est nécessaire. Est-ce qu'il va être publié? Est-ce qu'il va être... J'en ai rien à faire. Bon, moi, je travaille avec 2 éditeurs qui me publient, donc je suis très content. Tout va bien. La nécessité. C'est ça que je dis. J'ai été donc 6 ans prof de théâtre chez Florent et j'insistais là-dessus. Et je voyais bien les mômes, ceux pour qui c'était nécessaire. Ils allaient réussir. Et même s'ils étaient plus mauvais, ils allaient. Et il y en a que je retrouve. Parce que même s'ils ne travaillent pas, ils continuent. Mais est-ce que c'est pas, tu vois, c'est ce qu'on va retrouver. Alors tu parles de nécessité, moi je parle de passion. On a des mots qui sont un peu différents. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait que, tu vois, les sportifs, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu as des sportifs qui sont talentueux, mais celui qui va gagner, c'est celui qui va avoir le petit plus, qui va avoir cette nécessité peut-être, ou cette passion, tu vois, qui va lui permettre de se dépasser. Même s'il a... Alors qu'il peut y en avoir d'autres derrière qui n'ont pas la même nécessité, qui n'ont pas la même niaque, voilà. et qui vont arriver 2e ou 3e. Voilà. Et tout de suite, à côté du mot nécessité, il y a travail. Comment tu travailles, toi, sur... Est-ce que tu as une technique pour apprendre des textes ou... Il y en a qui apprennent, alors il y a des techniques à l'italienne, enfin il y a plein de techniques différentes non, pour apprendre des textes. Comment tu apprends ton texte? J'apprends la première phrase, après j'apprends la 2e, après je redis la première et la 2e, après j'apprends la 3e, après je redis la première, la 2e et la 3e, la 2e et la 3e, après la 4e, je dis la 3e, la 4e, la 2e, ça s'appelle comment ça? Après je dis la première, la 2e, la 3e, après je dis la première, la 4e, après nanana, je n'arrête pas de la journée. Et je le dis dans le métro, je le dis tout le temps. Et c'est une habitude du cerveau, ça se travaille ça, tu penses, non? Ça m'intéresse de savoir. Alors, comment tu... Alors là, c'est très simple. Ouais. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Si là, je te dis, toi, est-ce que tu peux soulever 30 kilos? Ça va être très difficile. Par contre, si je te dis, tiens, dans 6 mois, tu vas soulever 30 kilos. Mais aujourd'hui, là, tu vas t'entraîner avec 1 kilo. Puis après 1,5 kg, puis après 2 kilos, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, dans 6 mois, les 30 kilos, tu les soulèveras. Eh bien, la mémoire, c'est un muscle. C'est un muscle, hein, c'est tout. Et voilà, c'est un muscle, donc il faut y aller, quoi. Donc, moi, je conseille... Du travail, c'est... On se répète. Oui, voilà, comme ça, après, ça devient automatique, et après, on peut commencer à jouer. Quand on n'a pas on ne peut pas jouer si on ne connaît pas le texte d'une manière... Parce qu'il y a des acteurs qui arrivent, et ils découvrent le texte, alors c'est plus au cinéma quand même, hein, mais ils découvrent le texte 1 heure avant. Alors... Oui, ça c'est possible. Oui, c'est possible. Au théâtre, non, mais non, c'est impossible. Oui, c'est possible. Ouais. Alors c'est aussi peut-être des gens ce qu'on appelle la mémoire photo visuelle. Oui, voilà. Il y a des gens, ils regardent un texte, ils le savent tout de suite. Voilà. Mais moi, ce que j'aime dans le métier d'acteur, ce que j'aime, c'est l'apprentissage. Moi, j'adore apprendre des textes. Et le jouer de cette façon, après jouer Et j'aime jouer devant la caméra et j'aime jouer devant le public. Mais j'aime beaucoup tout ce que je fais dans la rue. Et voir toutes les possibilités, c'est merveilleux. Et ton processus d'écriture, comment tu écris? Tu te mets, tu écris la nuit, tu te mets non. Tu écris le matin, tu te lèves à 5h du matin. Non, j'écris partout. J'ai alors. T'as des petits cahiers, oui, voilà, c'est ça, des pages, voilà. Et puis. J'écris tous les jours. Oui, tu as quand même une rigueur. Voilà, par exemple, ce que je veux dire, est-ce que tu as des... Tu te dis, je me mets devant ma page blanche tous les matins ou tous les après-midi? Non. Ou c'est tous les jours, mais quand on a envie ou... Non, mais comme j'ai envie tout le temps, donc c'est un peu embêtant. Mais tu as autre chose aussi, non? Ah bah non, mais je fais ce que j'ai à faire. Et puis aussi, il y a ce qui se passe aussi en écriture, c'est qu'il y a des chantiers en cours. Donc l'écriture, c'est écrire, bien sûr. Mais l'écriture, c'est corriger. C'est restructuré. Par exemple, là, je vais bientôt livrer le manuscrit de Bref de métro 2. Et donc, je suis en train de tout regarder. En fait, c'est les conversations que j'ai entendues et que je réorganise, je complète, je les finis, je fais des chutes un peu plus marrantes, des trucs un peu plus... Donc, moi, quand je prends mon manuscrit de Bref de métro, je suis
toujours en train de regarder, tiens, mais ça, c'est un petit peu mieux quand même. Ça, c'est... Je reviens toujours 100 fois sur le métier, tu reviens quand même. Mais à quel moment tu décides que... Parce que j'ai l'impression que tu es perfectionniste quand même. Tu travailles comme un fou et que tu es super perfectionniste. Mais quand on est hyper perfectionniste, je le vois dans beaucoup de métiers, Oui. À un moment donné, il faut arrêter. on n'arrive pas à coucher, quoi. Eh oui. C'est qu'à un moment, C'est tu exactement ça. refais. Et tu détruis, d'ailleurs. Et tu détruis. et tu refais de la merde des fois. Et voilà, oui, bien sûr. Et tu détruis. Ben non, mais il y a des gens qui te disent, maintenant, il faut le publier, quoi. Ah, ouais. Donc ça s'arrête. Donc tu as besoin que quelqu'un te dise qu'il y a un moment, arrête, quoi. Voilà. Arrête de Non, redire. mais à un moment donné, c'est Mais bon. tu sais à peu près, quoi. Ouais, mais parce que j'ai travaillé 1 an avec une correctrice qui s'appelle Claude Mindibille. Claude Mindibille, c'est la personne qui a coécrit Le Scaphandre et le Papillon. Le Scaphandre et le Papillon, c'est donc Jean-Dominique Bobby qui a eu un accident et qui communiquait avec l'extérieur. Les cils, c'est ça, avec Voilà, les yeux, c'est ça, ouais, c'est voilà. ça, oui. Et Claude a été à Berck-Plage pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, je ne sais pas. Et elle a recueilli la parole. Et donc, moi, j'ai travaillé 1 an avec elle. Je venais dans son appartement et j'amenais des choses que j'avais écrites. Et elle m'a appris à comprendre que quand j'écrivais, j'étais extrêmement ouvert et tout arrivait. Et donc, il fallait tout écrire. Mais il y a des choses qui ne concernaient pas le livre que j'étais en train d'écrire. Et il fallait comprendre que dans mon écriture, là ça allait, là ça... Hop, et là je partais autre part. Et donc il fallait prendre ce truc-là et le mettre autre part. C'est un autre livre. Et donc j'ai appris petit à petit à comprendre chez moi qu'est-ce qui était de l'écriture et qu'est-ce qui n'en était pas ou ne concernait pas ce que j'étais en train d'écrire. Donc c'est comme un stage d'écriture, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et comme elle est très 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 perfectionniste. Donc là, aujourd'hui, donc il y a eu Plus belle la vie, ça s'est arrêté quand? Plus belle la vie, moi j'ai tourné fait donc 4 mois Ouais. en 2014. D'accord. Donc depuis, il y a eu des films, il y a eu du théâtre. Tu Depuis- fais moins de théâtre aujourd'hui, peut-être? Je fais moins de théâtre parce que justement, on va revenir au décès de mon père où j'ai compris que quand j'étais pas désiré, quand j'étais pas, ça fonctionnait pas, quoi. Donc toujours aller à la pêche, essayer de rencontrer les gens, les soirs de première, les soirs de dernière pour essayer de trouver du travail, j'étais pas fait pour ça. Ah oui. Non, je suis pas fait Ouais. pour ça. Mais personne n'est fait pour ça. Parce que le théâtre, t'es toujours à la recherche Tout le temps. au contrat, quoi. Mais tout le temps. Le cinéma, Tout le c'est temps. pareil, non? Le cinéma, c'est pareil. C'est la même Tout le chose. temps, mais non. Ouais. Et moi, C'est le téléphone, est-ce qu'il va sonner? oui, mais ça, c'est ça. Alors voilà, Ouais. si on va chercher quelque chose que je n'aime pas dans ce métier, c'est Ouais. ça. Voilà, ça, c'est même pas que je n'aime pas, c'est que en fait, ça me met à un endroit qui va rejoindre la blessure de l'enfance, d'être gênant. Donc je sais pas bien le faire, quoi. Là, tu te dis, s'il y a un silence pendant un mois, ça y est, plus personne m'aime, plus personne, je suis oublié, je suis... 1 mois, 6 mois, un an. 6 mois. Ah ouais. Non, bah oui, non, attention, non. Et comment t'expliques ça? C'est des questions de mode, c'est des questions... C'est Tu les ne le agents sais qui te pas. placent, qui te... Tu ne le sais. C'est le talent de ton agence? C'est tout. Parce que t'as des acteurs qui tournent tout le temps. Alors, tu as ce qu'on appelle des acteurs Après, qui sont il y a- bankable. Ils sont bankable, ouais. Ils sont Là, on bankable. est d'accord. Et ouais. donc là, Mais on même est dans je une parlais- industrie. On est dans une Ouais. industrie, c'est-à-dire, voilà, on met de l'argent sur ce monsieur rapporte tant d'argent. Si 1 fois, 2 fois, 3 fois, les gens perdent de l'argent, bon là, cette personne doit avoir des difficultés à... Puis il y a des modes aussi. Et la mode, t'es à la mode, puis d'un seul coup, t'es plus à la mode. Tu sais pas pourquoi. Moi, je sais très bien pourquoi les choses se sont arrêtées. C'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé que je n'étais pas fait pour aller à des premières et aller à des dernières, essayer de trouver du travail. Je suis pas fait pour ça. Mais est-ce Mais que c'est personne pas- ne les fait. Est-ce que c'est pas Personne. le travail d'un agent? Oh, les agents, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ouais. Les gens, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent. Il y en a très très peu. Hein. Non, c'est encore un drôle de... Ah oui, drôle mais- de métier. ça. Non, mais il y a des gens formidables, hein, mais bon, Ouais. c'est un drôle de... Donc du coup, tu fais plus de théâtre, tu fais plus de cinéma? Moi, si, là, Oui. je viens de tourner dans le Oui, prochain film d'Alex Lutz qui s'appelle 5e set. J'ai tourné un peu, Mhm. mais j'ai été pris par le scénario Un triomphe, 2 ans de travail avec Emmanuel. J'ai été pris par 4 livres. Donc voilà, quoi. Donc j'ai est-ce été que- très pris. Ouais. Et d'un seul coup, j'avais plus, justement, Ouais. la nécessité d'aller à la pêche au boulot. Est-ce que quand tu... Alors je sais qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases, et quand tu es acteur, tu dois être acteur, mais si tu commences à écrire, à être scénariste, Il y a à faire autre peut-être chose, ça aussi, oui. est-ce que ça ferme pas des portes Si, bien Ouais. sûr. Bien sûr. On va les laisser, cela. Et ta vie d'aujourd'hui, alors c'est quoi? C'est faire des scénarios de films?
Alors, ma vie d'aujourd'hui. Alors, les romans, je pense, voilà, l'écriture là, toujours. Enfin, donc là, ce l'écriture, matin, ça, c'est clair. mettre la dernière. Pendant encore une semaine, là, c'est finir Bref de métro 2 et écrire le préambule. Parce que j'ai écrit un préambule où je raconte comment, depuis la sortie de Bref de métro 1, il s'est passé des trucs incroyables, là, quand même. Les gilets jaunes, les grèves, et puis après, le summum, le confinement, plus personne dans le métro, quand même. Oui, c'est clair. T'avais du mal à trouver des ressources pour écrire. Ah oui. Donc voilà, je suis en train d'écrire ça. J'écris une pièce de théâtre, un père et son fils. Voilà, et je vais essayer de la jouer avec mon fils, pourquoi pas, puisque c'est quand même un très grand acteur. Ça va être top, ça. Donc voilà, hein, donc ça j'ai presque fini. Je suis en train de mettre je pense que dans 4 mois ça sera fini. Et puis je prépare la sortie de Un Triomphe pour être prêt pour si des producteurs disent oh non, c'est intéressant votre travail, est-ce que vous avez quelque chose? Donc j'ai écrit un court-métrage. Donc ça, ce film, il est écrit, c'est un court-métrage? Un Alors, Triomphe, c'est un film. Un Triomphe, c'est un film qui a été écrit, tourné. Il est tourné. Il est tourné et il est en sélection. D'accord. Voilà, et il Donc, sort le 28. Donc celui-là, il sort en salle. Il sort en salle, Ouais. hein, distribution Memento MK2. C'est la première fois pour toi? Ah bah oui, c'est la première fois. Premier scénario, sélection Cannes. Non mais c'est. Et tu te dis ce jour-là, est-ce que. Bon, j'ai pleuré. Hein, voilà. Oui, Est-ce qu'il va y avoir Thierry Frémaux qui fait sa conférence de presse. Puis donc voilà, et donc on a 5 comédies qui sont sélectionnées. Le film des frères Podalides. Et puis Un Triomphe. Un film. Bah, voilà, Tu t'y attendais pas, vraiment? Bon, là, c'est tellement énorme. C'est énorme. Parce que attention, hein, Cannes, ça veut dire que derrière, vous avez, on est en sélection aussi à Angoulême. T'as le logo Cannes Sélection. Donc Voilà, déjà, mais puis t'as Venise te met qui de la lumière. Hein. Voilà, Ouais. t'as Berlin qui regarde. Ouais, Enfin, Berlin t'as derrière, tout ça qui ouais. regarde. Ça veut dire aussi que quand je vais voir un producteur, je peux dire quand même. Voilà, Oui, pour le prochain. Non, déjà l'attention, être lu. Donc, Et la sortie en salle, c'est quelque chose que tu appréhendes? Tu te dis. Oui, j'aimerais bien déjà. Non, mais il y a quelque chose de très simple. Hein. J'aimerais bien que ça fasse des entrées parce que. Bah oui, c'est ça. Je te dis, le jour où ça sort en salle. Ça me permettra de financer l'écriture de mon prochain long métrage. Hein, donc, parce que là, il a été financé comment? C'est Canal? Tu as des investisseurs là-dessus? Oui, bah là, c'est Agathe Film qui est une boîte de prod. Non, mais là, je parle, moi, gagner de l'argent pour pouvoir écrire mon scénario et mon prochain livre. Donc voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. Et puis je fais aussi des castings. Là j'ai passé un casting pour un film qui a l'air très intéressant. Et puis j'ai envie de jouer moi. Le casting c'est dur, hein, non? Tu y arrives toujours? Non, c'est très dur. Mais les choses qui sont dures parce dans la vie. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont. Parce que tu peux être le meilleur, mais un casting, tu peux être bon, mais c'est même pas le problème. Il faut que tu rentres dans ce que souhaite Bien sûr, le scénariste. Et moi, j'ai participé au casting de Un Triomphe. J'ai vu les comédiens arriver à être morts de trop. Je les ai vus. Et je me suis dit, bientôt, moi, je vais retourner en casting. Ouais. Comment est-ce que je peux faire pour que la trouille ne se mette pas en travers de moi et le réalisateur? Parce que ça, on voit des mecs, ils arrivent, ils sont morts de trouille. Ouais. On ne peut pas les voir. Ce qui est dur dans la vie, les obstacles qu'il y a dans la vie, ils sont là pour te faire grandir. Donc si on en reste à le casting, c'est dur, j'y arrive pas, il faut faire un autre métier. Donc moi, le casting, c'est dur, toujours été dur. J'essaye de travailler dessus et j'essaye d'être le plus décontracté possible, le plus détendu possible. Donc il faut trouver des moyens. Parce que là, c'est la gestion de la frustration, c'est la gestion de... Parce que c'est pas un échec. Mais bien sûr, parce que de toute façon, mais bien sûr, c'est pas un échec. De toute façon, tu rentres pas dans le truc du moment. Mais bien sûr, quand on rentre, moi je l'ai vu, on est là avec Emmanuel, et puis il y a des jeunes qui arrivent pour les rôles des personnages qui entourent Cad, et on voit bien dès que le mec il rentre, tu sais déjà. Tu sais déjà dans quel camp il est. C'est-à-dire dans le camp. C'est possible, mais non, bien sûr que non, c'est pas possible. Et je me rappelle une fois, j'avais passé. Il y a une présélection avant déjà. Il y a une présélection, mais quand le mec rentre ou la nana rentre, il y a des choses qui passent et on sait que la caméra va passer. La caméra, elle capte ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle d'une fois, j'étais jeune et j'avais passé une audition pour Michel Roux. Michel Roux, c'était le mec qui faisait c'était un grand acteur de théâtre. Je me souviens, Michel Roux, il faisait tous les théâtres, les théâtres à la télévision, les théâtres ce soir, les théâtres de boulevard. Je me souviens, voilà, il était drôle. Il était génial. Et avec Maillon et mais bien sûr, bande, c'est exactement ça. Et donc je rentre, il était dans la salle, je rentre et il fait « Oh là là, mais c'est pas ça du tout. Merci d'être venu. Au revoir. » Bon voilà, c'était bien. C'était bien, tu vois, c'était bien, voilà.
Et donc, voilà, mon actualité, c'est ça. C'est beaucoup d'écriture, beaucoup, Oui, que de l'écriture. Ce film, l'écriture et ce film. Là, le film qui va sortir, se préparer à la sortie en ayant des projets. Donc j'ai 2 projets. J'ai un court-métrage qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Le Père Noël, et puis un long-métrage que j'ai écrit avec Emmanuel, que je suis en train d'adapter à ma sauce, qui s'appelle Le plus beau métier du monde. Et donc, je suis prêt à y aller, quoi. Voilà. Génial. Je te remercie. Merci beaucoup à toi et merci pour ce beau parcours. Enfin, on a échangé plein de choses là sur la nécessité, sur la passion, je trouve. Sur se dire comment on fait, comment on fait face à ça, comment on se dépasse, quand on a peur. Bah oui, la peur c'est normal, mais bien sûr, il faut la dépasser. C'est là qu'on va grandir, quoi. C'est exactement ça. Mais la peu peur, importe ce qu'on fait. Hein. Mais la peur, c'est très beau la peur. Avoir des très grandes peurs, c'est très beau parce que ça veut dire qu'on a des envies qui sont aussi grandes, mais on pense qu'on va pas réussir. Donc quand vous avez des grandes peurs, ça veut dire que derrière il y a un trésor absolu. J'ai vu des jeunes acteurs avoir une peur incroyable quand j'étais au conservatoire, et je dirais pas non, mais qui maintenant sont de très grands acteurs parce qu'ils ont vaincu, ou ils ont compris d'où venait leur. Puisque ce qui était intéressant aussi, c'est en fait tes failles d'enfance, t'en as fait une force. T'aurais pu rester sur tes failles d'enfance et être complètement avoir une vie complètement sclérosée ou difficile ou avec plein de croyances limitantes. Oui. Et en fait, toi, t'en as fait une force pour te dépasser. C'est ça qui est génial, quoi. Merci. Ouais, je trouve. Je prends ce que tu me dis parce que ça résume tout mon travail et on n'est qu'au début. Non, mais c'est vrai, j'aime bien cette phrase. On n'est qu'au début. Bon, merci à toi Thierry en tout cas. Merci beaucoup à toi. Ça a été un bel échange et puis j'espère que ça va inspirer plein de gens. J'en suis très bien. Et puis je t'enverrai bien sûr un post en octobre quand je regarderai, t'inquiète pas. Quand un triomphe va sortir. Et puis je te dirai si ce que je suis en train de préparer marche. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Cet épisode de Passion Podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette rencontre vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné l'envie de vivre votre passion à 200%. Pensez à vous abonner sur notre site passion-podcast.com et toutes les plateformes d'écoute, et surtout Apple Podcasts et Spotify. Vous serez informé en avant-première de nos épisodes. Merci de noter cet épisode et de laisser votre commentaire. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, car j'aime bien citer Mike Horn, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Alors belle passion à vous.